Alors que le mois de septembre touchait à son terme, je décidai de mettre une vidéo pédagogique sur internet. M'attendant à faire une quinzaine de vues, je suis un tantinet surpris de dépasser largement ce chiffre. Mes élèves m'avaient trouvé et avaient apprécié mes vidéos. Mais comment était-ce possible ? Ah oui, le nom de ma chaîne, oui, forcément. Remis de mes émotions, je décidai d'expliquer en 2 mots comment faire une vidéo pédagogique. Bonjour, je suis Monsieur Pozzo. Cette vidéo s'adresse en priorité à mes élèves avec lesquels je vais réaliser une séquence sur la création de vidéos pédagogiques. Mais pour les autres, elle peut servir de tutoriel ou bien de making-of. Je vais donc revenir sur chacune des étapes, à savoir l'inspiration, l'écriture, le tournage, le montage et la publication. Si vous ne souhaitez pas tout voir, je vous indique ici le timecode de chaque étape. Vous pouvez sauter le reste si ça ne vous intéresse pas. Je ne serai pas vexé. Enfin, pas trop. On n'invente jamais à partir de rien. La première étape est donc de savoir ce qui se fait déjà. Même Victor Hugo a commencé par apprendre à lire et ensuite seulement il a écrit. Pour se lancer sur internet, il faut d'abord en connaître les codes et pour ça il faut regarder ce que font les autres vidéastes. Car si on se lance dans un domaine sans rien y connaître, on a rapidement fait d'être ridicule. Et sur internet, ça veut dire pouce rouge, bad buzz et YouTube Poob. Pour l'instant, je m'en sors bien. Tout ça pour dire qu'avant d'en faire, j'ai d'abord regardé beaucoup de vidéos. Énormément. Trop, clairement trop. Ça a commencé vers 2008 avec des Américains comme le Nostalgia Critique ou le Spoonie qui faisaient des critiques de films. Et ensuite j'ai vu les Français s'y mettre avec grand plaisir. Le Joueur du Grenier, Benzaï, Usul, Karim Debache, le Fossoyeur de films, Link the Sun, Mathieu Sommet pour la critique. Et du côté de la vulgarisation scientifique, Y penser, Histoire brève, Nota Bene, Dirty Biology, Professeur Feuillage, et j'en oublie. J'ai ensuite eu la curiosité de voir ce que faisaient mes collègues du côté de la vidéo pédagogique. Et je n'ai pas aimé du tout. Mais alors pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il ne reprenait pas ces codes auxquels je m'étais habitué. Quels sont ces codes ? Dit-il en faisant semblant d'entendre la question. Brièvement, regarder la caméra, avoir un montage dynamique, rajouter des images et du texte dans le cadre, intégrer un petit peu d'humour et faire de la mise en scène. Bien sûr, ce ne sont pas des règles absolues et je fais avant tout des vidéos que je voudrais voir. Si on ne tient pas compte du temps de réflexion, qui est assez difficile à mesurer, à ce moment-là de la vidéo, je pourrais mettre un plan extérieur où je montre que je suis en train de réfléchir. Et qu'est-ce que je vais manger ce soir ? De la soupe ? Ouais, allez, de la soupe. Ah, il faudrait que je fasse comprendre aussi qu'on n'est pas toujours très concentré. Ou alors des sushis. Des sushis. Une soupe de sushis, c'est bien ça. Si on ne tient pas compte de cela, l'écriture c'est une étape presque courte. J'ai écrit un épisode de 3 minutes en environ 2 heures. À titre indicatif, celui-là m'a pris 3h14. Ce qui inclut la relecture, à faire de préférence quelques jours après le premier jet, qui vous permet d'avoir le recul de vous dire « Oh, je suis un tel génie créatif !» Ou alors « Ah ouais, c'est nul !» C'est nul. La taille du script permet de prévoir la durée de la vidéo. J'écris en taille 20. Ainsi, un script d'environ 4 pages me donne une moyenne de 3 minutes si j'enlève les 40 secondes d'exercice. Ce script faisant 15 pages, je m'attends à faire une vidéo d'environ 11 minutes. Écrire signifie être au clair avec ses objectifs. Mon but premier, c'est de faire des vidéos pédagogiques qui vont aider des élèves à apprendre ou à réviser. Je dois donc être compréhensible. Et si je fais de l'humour, c'est pour rendre ma vidéo plaisante, mais ce n'est clairement pas mon but premier. Une fois encore, je m'attendais à faire 15 vues par vidéo. J'utilise un plan assez précis lors de l'écriture. Car un plan c'est important et ça permet de savoir où l'on va. Mais j'en reparlerai. Oui, j'en reparlerai. Mon plan donc. Tout d'abord, une introduction dans laquelle je mets en scène la figure de style. Ensuite générique, puis l'étymologie, explication du procédé de la figure de style avec quelques exemples, exercice d'entraînement pour vérifier que tout le monde ait compris. Ensuite, j'explique l'intérêt de cette figure de style avant de faire l'analyse d'un exemple littéraire. Et enfin, je fais une petite phrase de sortie rituelle. Bien sûr, ce n'est pas figé dans le marbre, ça peut changer, et encore heureux. Il faut toujours avoir les étapes suivantes en tête lors de l'écriture. Ainsi, on n'écrit que des choses qui sont à notre portée, que ce soit en termes de matériel, de moyens ou de montage. Et soudain, ma tête explose. Mais je ne sais pas faire ça en post-production. Ou alors, quelqu'un arrive avec une tronçonneuse, m'ouvre le ventre, ça gicle de partout, et j'ai pas de tronçonneuse, ni de faux sang, ni de budget en vrai. L'absence de moyens, ça force à être créatif. Par exemple, pour me filmer au restaurant, j'ai tourné dans ma chambre, j'ai utilisé ce carton pour faire une table sur laquelle j'ai rajouté une nappe, et pour obtenir une lumière un petit peu plus tamisée, j'ai tout simplement mis cette écharpe sur la lampe. Il est crucial d'avoir un texte bien aéré car il faudra pouvoir se relire au moment du tournage mais aussi du montage. Par exemple, j'indique toujours la fin d'un plan par un retour à la ligne. Vous voyez qu'ici le paragraphe est sur le point de se terminer, ce qui signifie que ça va couper. Et cela fait une bonne transition avec l'étape suivante, le tournage.
Cette étape peut être la plus courte ou la plus longue, ça c'est selon les déplacements. Je tourne la majorité de mes plans dans ma bibliothèque, ce qui me prend que je ne suis pas magicien, donc je l'affiche ici. Voilà. Mais tous les autres plans me demandent de déplacer mon matériel et de le réajuster. Alors si c'est dans mon salon, ça va encore. Bonjour. Par contre, si je filme en extérieur, bon, déjà, il faut le temps de se déplacer. De trouver un endroit correct et de m'installer. Et une fois installé, il faut que je m'arrête régulièrement à cause du bruit des passants, des voitures, des avions, de la pluie si jamais il y en a, etc. Ce qui prend tout de suite beaucoup plus de temps. Et si en plus je tombe en panne de batterie, parlant de matériel, j'utilise une vieille caméra achetée il y a 8 ans. L'image n'est pas toujours optimale, mais aujourd'hui, avec la plupart des appareils photo ou des téléphones portables, on peut obtenir une résolution correcte. J'utilise désormais des lampes de photographie qui permettent d'avoir une lumière plus unie que, disons, l'éclairage naturel, mon ampoule, ou alors rien du tout. Et ça n'a aucun intérêt de vous montrer ça. Mais à la limite, l'image, ce n'est pas essentiel. L'important, c'est le son. C'est pourquoi pour la prise de son, j'utilise ce micro-cravate qui est branché à mon téléphone portable. Parce que si je me contente du micro de la caméra, tout de suite, c'est beaucoup moins agréable. Et alors si je suis en extérieur, c'est encore pire. Surtout si je m'éloigne. Le cadre est important. Il faut bien choisir l'environnement dans lequel on va composer son image. Surtout si le logiciel de montage ne permet pas de recadrer. Bon, moi je peux. Image originale, image recadrée. Mais si ce n'est pas le cas, demandez à quelqu'un de vous dire si vous êtes bien dans le cadre. Moi, je suis tout seul. Vous voyez que j'ai clairement deux espaces dans mon cadre. La moitié à gauche dans laquelle je suis en blanc dans mon fauteuil blanc, et la moitié à droite, plus sombre, dans laquelle je vais afficher du texte ou des images. Il est important de garder le contact visuel avec le spectateur et donc de fixer la caméra. Si vous commencez à regarder sur le côté ou n'importe où, vous allez finir par perdre son attention. Le script doit être à portée de main pendant le tournage, que ce soit sous forme papier ou sous forme informatisée. Ça aide beaucoup. Parce que durant un tournage, on se trompe, on oublie son texte, on mâche ses mots et on finit par baragouiner n'importe quoi. D'où la nécessité de faire plusieurs prises. Actuellement, c'est la première et je recommence toujours jusqu'à en avoir au moins 3 de satisfaisantes. Ainsi au montage, j'en ai toujours au moins une de passable. Et à ce propos, pour me faciliter le montage, je tourne toujours dans l'ordre chronologique, après avoir fait les scènes en extérieur qui restent plus lourdes à gérer. Et du coup, le gros morceau, c'est l'étape la plus longue. Entre 6 et 8 heures pour une vidéo de 4 minutes. Alors celle-là qui va être beaucoup plus longue, je n'ose même pas imaginer le oh. Et encore, je connais bien mon logiciel parce que j'ai fait des vidéos avec un ami lorsque j'étais adolescent. Et je ne devrais probablement pas en parler d'ailleurs. Au début du montage, on a le fichier vidéo de la caméra et le fichier audio du micro. Il est très important de les synchroniser tout de suite pour éviter le moindre décalage car c'est extrêmement agaçant. C'est pour ça qu'on a un clap. C'est un signal sonore qu'on voit aussi à l'image et qui permet de les synchroniser. Moi j'utilise un vieux livre. Comme ça. C'est au montage que l'on sélectionne les meilleures prises en supprimant toutes celles où on a des têtes bizarres, où l'on dit n'importe quoi, où l'on joue très mal. Oh oui, j'en reparlerai. Ensuite, je vais apprendre mon texte, bon sang. Ah, actuellement c'est la 10e et je commence à en avoir marre, bon sang. Ah, j'essaie d'avoir un montage dynamique, sans temps mort. À peine mon plan est-il fini que je passe au suivant. Ce qui permet cela, c'est un élément assez discret mais essentiel et je dois me taire pour le rendre évident. La musique de fond permet d'unir l'ensemble, et ce malgré les changements visuels. Ainsi, je peux me déplacer légèrement ou visiblement, avoir changé de lieu ou d'échelle. Tant que la musique se poursuit sans interruption, le cerveau du spectateur trouvera ça tout à fait normal. Et alors que choisir comme musique? Eh bien c'est très simple. Soit vous avez un compositeur attitré, ce qui n'est pas mon cas, soit vous prenez contact avec quelqu'un pour lui demander l'autorisation d'utiliser sa musique, mais je suis beaucoup trop timide pour faire ça. Ou alors vous faites comme moi et vous utilisez des musiques libres de droit. Je récupère régulièrement de la musique classique sur musopen.org. Ce que vous entendez actuellement, c'est la danse macabre, et je l'utilise également pour le générique. Idem pour les illustrations, celle du générique vient du site Pixabay et du photographe Dariusz Dąbrowski. Et bien sûr, je cite mes sources à la fin de la vidéo et dans la description. C'est seulement une fois que les plans s'enchaînent et que la musique rend le tout cohérent que je rajoute le texte censé rendre tout ça plus compréhensible. Alors forcément, le défaut de cette méthode, c'est que parfois mon montage est beaucoup trop rapide pour qu'on ait le temps de tout lire. Mais il y a un bouton pause. Il faut bien qu'il serve aussi un petit peu. Du coup, la vidéo est prête, on vérifie, on convertit et... À cette étape, le temps est très variable.
Plus la vidéo sera longue, plus l'hébergeur vampirisera longtemps la connexion pour la mettre en ligne. Pendant la mise en ligne, il est possible de choisir les mots-clés permettant de trouver la vidéo. Bien sûr, il faut privilégier les mots-clés en rapport avec le contenu de la vidéo. Moi par exemple, je mets figure de style, enseignement, mais aussi chemise blanche, parce qu'il n'y a pas de raison que je m'en prive. Dans la description, je mets mes sources et j'invite chacun à me faire des commentaires constructifs. Je choisis ensuite l'illustration de la vidéo, parce qu'on a beau dire on choisit souvent un livre à sa couverture, alors autant qu'elle soit jolie. J'autorise les commentaires parce que je veux qu'on me donne des conseils pour m'aider à m'améliorer, mais on peut très bien les désactiver. Car soyons honnêtes, les commentateurs sur internet ne sont pas toujours ni très polis ni très bienveillants, surtout quand ils n'aiment pas ce que vous faites. Et l'anonymat donne parfois le courage à certains de se comporter comme d'immondes êtres humains. Autrement dit, des trolls. Dernier élément très important, je place mes vidéos en licence Creative Commons. Ce qui signifie qu'elles sont libres de droit et que n'importe qui peut les reprendre, les mettre sur sa chaîne, les modifier, les parodier, les monétiser s'il veut. Car mon but, c'est que mes vidéos soient vues par des élèves et les aident, donc je ne restreins pas leur usage. Bref, la vidéo est en ligne, il faut en faire la promotion, et là, je n'ai absolument aucun conseil à donner puisque je n'y connais absolument rien. Bah oui, je prévoyais de faire 15 vues par vidéo, moi. Du coup, je vous invite à me donner vos astuces dans les commentaires, voire à faire une vidéo pédagogique sur ce sujet. Après tout, il n'y a pas d'âge pour apprendre, et il me semble que la génération de mes élèves s'y connaît bien plus que moi en contenu viral et en réseaux sociaux. Voilà, c'était la vidéo pédagogique en 2 mots. Maintenant, si vous avez d'autres questions, demandez à votre prof.